Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Encore un grand plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour le rendez-vous de la créativité, de la prospective, de la science, de la technologie, du digital, bref, j'en passe. Le sommaire, c'est tout de suite. Une course olympique entre les robots humanoïdes en même temps que celle avec les humains pour dénicher les performances des robots face aux humains, c'est l'expérience effectuée par la Chine, acteur incontournable des technologies dans le monde. Mais les robots peuvent-ils faire mieux que les humains? On le saura en début d'émission. À nos côtés ce soir, le directeur général d'Africa Digital. L'entreprise est à la base du programme Transformation numérique qui met en compétition lycées, universités et start-up avec la réalisation de projets dans le numérique, la robotique ou encore l'intelligence artificielle. La Chine fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Non pas en raison de la guerre commerciale qui existe entre Pékin et Washington, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas parler de technologie sans parler de la Chine. Cette fois-ci, les Chinois ont organisé une course entre les robots humanoïdes, les faisant faire la course comme dans les Jeux Olympiques. Une première au monde, symbole des avancées chinoises dans les technologies. On vous en parle. Ce sont des dizaines de robots humanoïdes qui ont couru à Pékin pour le premier semi-marathon au monde qui leur a été dédié. Le marathon a été organisé par l'E-Town, une zone de développement technologique de la capitale. Des sportifs ont également accompagné les robots, une stratégie présentée comme une opportunité de pousser les robots humanoïdes dans leur retranchement. Le parcours s'est tenu sur 21 km. Certains robots ont évolué avec confiance, quand d'autres se sont montrés hésitants. Un petit androïde tombé par terre s'est finalement relevé seul après quelques minutes. Un autre ressemblant à un transformeur a dévié de sa trajectoire et a percuté une barrière. Des scènes que les participants humains, lesquels évoluaient sur les pistes séparées, ont immortalisées avec enthousiasme avec leur smartphone. Une vingtaine d'équipes venues de toute la Chine ont participé à la course avec des robots dont le poids allait jusqu'à 88 kg. Le premier robot à franchir la ligne d'arrivée a fait 2h40 et 42 secondes de course et a finalement été le robot le plus grand de la compétition. Nommé Tiangong Ultra, il mesure 1,80 m pour 52 kg. En comparaison, le vainqueur chez les humains a mis 1h, 2 minutes et 36 secondes. Avant la compétition, les robots humanoïdes ont été entraînés à adapter sa foulée, sa cadence, son amplitude de pas et sa posture pour se rapprocher au maximum de celle d'un sportif. Par contre, certains robots couraient de manière autonome, tandis que d'autres étaient pilotés à distance. Selon les ingénieurs, cette stratégie vise à tester les performances et la fiabilité des androïdes. Selon les ingénieurs chinois, le secteur a peu d'occasion de pouvoir faire fonctionner ces machines à plein régime, sur une telle distance et une telle durée. C'est un test exigeant pour les batteries, les moteurs, la structure et même les algorithmes des humanoïdes. Ainsi, ce semi-marathon, c'est une impulsion pour tout le secteur de la robotique. Il démontre que les robots humanoïdes peuvent véritablement s'intégrer à la société humaine et commencer à accomplir des tâches que les humains réalisent selon les ingénieurs chinois. La Chine est aujourd'hui un leader mondial dans l'intelligence artificielle et la robotique et ses entreprises sont de plus en plus performantes. En janvier, la start-up privée DeepSeek avait fait les gros titres de la presse mondiale avec son robot conversationnel fonctionnant à l'IA. DeepSeek a été développé à un coût infiniment moindre que ses concurrents américains comme ChatGPT. « 2025 est décidément l'année de l'IA au service de la logistique. De Google Cloud à Microsoft en passant par AWS ou Oracle, les principaux providers de cloud et d'IA mettent à disposition de leurs clients des outils sur mesure pour développer leurs propres agents. OpenAI ne fait pas exception. La start-up vient de dévoiler deux nouveaux modèles d'intelligence artificielle, 01 Mini, 01 Pro, 03, 03 Mini et 04 Mini se présentant comme les modèles de raisonnement les plus récents de ChatGPT avec des capacités de recherche et de relation d'agents. Le modèle 3 apparaît comme le modèle de raisonnement le plus avancé d'OpenAI à ce jour. Selon l'éditeur, il accélérait dans les domaines complexes tels que les mathématiques, la programmation, les sciences et surtout l'analyse visuelle. Selon ChatGPT, ce modèle peut analyser des photos, des schémas, des images un peu floues ou encore des tableaux. Mieux encore, il peut décider d'ajuster ces éléments en effectuant une rotation de l'image ou en zoomant dessus pour en extraire des informations pertinentes.
Une version encore plus puissante baptisée 03 Pro est déjà dans les tiroirs et devrait prochainement être proposée aux abonnés Pro. De l'autre côté, le modèle 04 mini apparaît comme une version plus compacte et rapide, là encore spécialement performant dans des tâches liées aux mathématiques, au codage et à l'analyse visuelle. Bien que plus léger, 04 mini surpasse son prédécesseur 03 mini dans de nombreux domaines. Ils viennent s'ajouter aux autres toujours opérationnels, notamment GPT 4.0, capable de traiter texte, images et audio, et GPT 4.5 qui doit toutefois bientôt être remplacé par GPT 4.1. Ces deux nouveaux modèles sont déjà accessibles aux abonnés de ChatGPT+, Pro et Team. Ceux qui disposent de ChatGPT+, et Team doivent quant à eux se soumettre à des quotas d'utilisation. En parallèle, OpenAI a annoncé la fin du modèle GPT 4.5 Preview qui sera retiré de l'API le 14 juillet 2025. GPT 4.1 est désormais présenté comme son successeur naturel, offrant de meilleures performances à un coût réduit. Tu veux créer des vidéos captivantes, gagner de l'argent en ligne et tout ça sans jamais montrer ton visage? Tu es sûrement déjà tombé sur ces vidéos qui racontent des faits intéressants avec une voix réaliste et un montage pro, le tout de manière anonyme. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai trouvé l'outil parfait pour ça. Il s'appelle InVideo et il va te permettre de créer ce type de contenu en quelques clics de manière simple, rapide et surtout fun. Prêt à faire briller ton contenu comme un pro? C'est parti! Tu connais ces vidéos que certains créateurs font pour gagner de l'argent sans montrer leur tête en racontant des faits intéressants avec une voix réaliste? Eh bien, j'ai trouvé l'application. Ça s'appelle InVideo et on va faire quelque chose de vraiment sympa avec. Je vais lui donner un prompt assez détaillé pour avoir un meilleur résultat. On attend un petit peu que ce soit analysé, le script créé et tout le reste. Et voici le résultat. Je vous laisse écouter. Transformez vos vidéos grâce à un éclairage parfait. Découvrez les secrets des professionnels pour un éclairage inspirant et captivant. Un bon éclairage peut faire passer votre contenu au niveau supérieur. Pas besoin de dépenser des fortunes en matériel sophistiqué. Profitez de la lumière naturelle en filmant près des fenêtres. Vous avez quelques économies? Offrez-vous un anneau lumineux à prix abordable. Et un conseil de pro, faites rebondir la lumière sur des murs blancs pour obtenir des ombres plus douces et flatteuses. Souvenez-vous, même le meilleur contenu a besoin d'un bon éclairage pour briller. Alors, laissez chaque scène briller de mille feux et regardez vos vues exploser. Tu peux aussi lui donner plus d'instructions après la création de la vidéo, comme traduire vers une autre langue, Transformen sus vídeos gracias a una iluminación perfecta. Changer la durée ou les scènes de la vidéo. C'est vraiment fun et très simple. Monsieur Djakarija Ongweba, ingénieur réseau et système d'information, directeur général d'Africa Digital, est l'invité de Malinov ce soir. Avec lui, il sera question du concours transformation numérique, mais aussi d'un salon, un salon sur les technologies numériques couplé aux énergies renouvelables qu'ils organisent très bientôt. Bonsoir, monsieur Ongweba. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Bien. Super, donc je le disais, vous êtes le directeur général, mais surtout le fondateur de Africa Digital. Comment ça se passe au sein de l'entreprise? Ça fait quand même quelques années que vous existez. Comment ça évolue les activités et tout? Comme vous le venez de dire, effectivement, ça fait quelques années que nous sommes sur le marché malien. Et comme vous savez, toute entreprise qui naît a des difficultés à s'accroître. Nous l'avons vécu, nous le vivons aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme hier au début. Nous avons pu évoluer dans beaucoup de domaines, surtout cette transformation numérique que nous organisons chaque année, qui est cette année à sa 4e édition. Et de plus en plus, il y a des postulants. Et au départ, c'était à Bamako seulement, rive droite, rive gauche. Deuxième édition, c'était Bamako et Kati. Troisième édition, Bamako, Koulikoro, Ségou. Et cette édition, on a maintenu les mêmes régions pour faute de déplacement des autres. Mais nous sommes en train de voir dans le futur comment faire intervenir toutes les régions du Mali dans cette compétition. Justement, il faut dire que transformation numérique, c'est vraiment votre activité phare, une compétition que vous organisez entre les lycées, les universités et les startups. Tout à fait. L'année dernière, on a remarqué qu'il y avait les startups et les universités. Tout à fait. Maintenant, cette année, est-ce que c'est le même ou bien cette année, on a les lycées qui s'y sont... que vous avez ajouté? Effectivement, cette année, les lycées font partie de cette compétition. Ils vont compétir sur le thème intelligence artificielle. Et ils auront à faire quoi?
sur l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, ils auront à apporter des innovations, des projets qui, vous savez, au lycée aujourd'hui au Mali, le cursus scolaire malien côté lycée ne permet pas aux élèves de développer des applications côté IA. Ces jeunes, nous avons remarqué qu'il y a tellement de talent au sein de ces jeunes que nous leur offrons l'opportunité de pouvoir aller plus loin, et à faire plus de recherches. Ils apprennent d'eux-mêmes, au fait. Les cours académiques qu'on leur dispense ne leur permet pas de faire du développement, non. Mais ces élèves sont engagés. Justement, est-ce que c'est de l'auto-formation qu'ils font et pour pouvoir participer à ce concours? Parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de formation à l'école en matière d'intelligence artificielle, surtout au niveau lycée. Maintenant, est-ce qu'ils s'auto-forment avant de participer au concours? Effectivement, ils s'auto-forment. Et ils se font encadrer par des amis dans le quartier, des grands frères, d'autres profs qui les encadrent. Et au fur et à mesure, ils ont des connaissances basiques dans ces domaines-là. Et nous, pour leur prouver qu'ils ont, pour faire de sorte qu'ils ont confiance en eux, nous les faisons compétir ici. Et je vous avoue, tous ceux qui ont compétit, côté lycée, y compris les autres, ont vu en eux une certaine volonté et de courage de croire en soi. Et ce qui est très important. D'accord, donc c'est tout projet confondu, mais il faut de l'intelligence artificielle dans le projet qui sera présenté au jury. Effectivement. On passe à la catégorie université. Eux, c'est sur quelle thématique ils s'affrontent? Les universitaires sont sur la thématique TIC et énergie, c'est-à-dire les TIC au service de l'énergie. Aujourd'hui, nous remarquons que c'est pas que le Mali, partout dans le monde aujourd'hui, nous traversons cette crise énergétique. Qu'est-ce que les TIC peuvent faire? Et pour les startups, parce qu'il faut le rappeler, il y a quand même aussi un concours entre les startups qui est beaucoup plus assidu, contrairement aux lycées et aux universités. Les startups, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est quoi les critères pour les startups et surtout, c'est quoi la thématique? Alors d'abord, la thématique pour les startups, c'est qu'ils doivent innover des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Et les startups sont déjà ceux qui sont sur le marché. Ça veut dire que la robotique ni l'intelligence artificielle n'interviennent dans la compétition pour les startups. C'est uniquement les énergies renouvelables. Alors, au fait, le thème, c'est les énergies renouvelables. Mais ils peuvent s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour pouvoir innover dans ce sens-là. Donc, s'ils trouvent que vraiment ça vaut la peine qu'ils utilisent l'intelligence artificielle ou la robotique ou d'autres solutions pour aboutir à leur fin, nous pensons que ça sera la bienvenue. Voilà. Cette année, c'est la 4e édition. Oui. Chaque année, presque chaque année, c'est un concours que vous organisez. Mais au final, au sortir de cette compétition, les lauréats, est-ce qu'il y a un suivi derrière? Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Effectivement, il y a un suivi. Nous avons eu du mal à un moment, surtout la première édition, à accompagner ces jeunes pour que leur projet puisse être utilisé, voir le jour et soit bénéfique à la société. Dans nos recherches, c'était toujours la même. La première édition, côté université, c'est la faculté des sciences et techniques qui avait emporté le premier prix. Et c'était sur la sécurité. Et leur solution était tellement, je vais dire, prête à être consommée. Et dans ma quête de partenaires pour pouvoir accompagner ces jeunes, je suis tombé sur un partenaire qui était de passage au Mali et qui voulait voir, tester et comprendre réellement cette innovation parce que vraiment, vu mon exposé, il était vraiment convaincu et il voulait voir ce projet. Alors, le hic était quoi? C'est que les jeunes n'étaient plus là. Alors, la deuxième édition, on s'est dit, bon, puisque, comment je vais dire, il manque d'accompagnement, nous-mêmes, on va essayer de les accompagner. Africa Digital va essayer de les accompagner. Nous avons proposé des prix allant de 1 million à 2 millions. C'est-à-dire le troisième pour prix, les lauréats. Pour les lauréats, le troisième prix 1 million, deuxième prix 1 million 500, troisième prix 2 millions pour chaque catégorie. Et effectivement, à la suite de cette compétition, les lauréats ont reçu ce qui leur avait été promis. À notre grande surprise, en fait, on voulait qu'ils utilisent ça à d'autres fins. Ils se sont partagés l'argent entre eux. Et ça nous a un peu, pas découragés, mais on s'est dit que ce n'était pas l'objectif visé. Et pour la troisième édition, on a changé de cap. Et on s'est dit, bon, maintenant, on va leur trouver des sponsors.
Et Dieu faisant les choses, les lauréats de l'année dernière, c'était la faculté des sciences et techniques qui ont mis en place une application qui était vraiment très innovante. Et nous avons présenté cette application à une société de la place qui s'appelle la SEMA, la Société des équipements du Mali, qui existe depuis le lendemain des indépendances du Mali. Et aujourd'hui, cette société elle est vraiment satisfaite du travail de ces jeunes parce que en fait, l'objet c'était de mettre une application qui pourra gérer le côté immobilier de cette société. Et vous savez, SEMA, ce n'est pas une petite entreprise. Hein. Donc aujourd'hui, on peut dire que la SEMA vient de devenir la première, sinon je dirais les premiers investisseurs ou en tout cas les premiers clients de ces jeunes-là qui viennent fraîchement de sortir de l'université, qui ont créé une start-up. Tout à fait. En parallèle du concours, vous organisez cette année un salon sur le numérique couplé aux énergies renouvelables. Même si on peut faire le lien entre les deux, parce que quand on parle de technologie, voilà, on peut faire le lien entre les deux, mais chacun de ces domaines-là peut être un salon qui lui est dédié totalement. Maintenant, d'où est-ce que ça vient, cette idée de mettre les deux ensemble et d'organiser un salon autour, en fait? Merci bien. Alors, d'abord, je vais commencer du côté énergie. La vie, on dit que la vie, c'est l'eau. Et le développement de tout un peuple, c'est l'énergie. C'est vrai. Sans cette énergie, on ne parle pas aujourd'hui de tous ces progrès scientifiques que nous vivons et toutes ces évolutions. Et les TIC sont fournis, fonctionnent à partir de l'énergie. Et pourquoi ces deux donc sont complémentaires, je dirais comme ça? Parce que c'est vrai, il y a des salons qui parlent du TIC, il y a des salons qui parlent de l'énergie. Ces deux entités, ensemble, peuvent nous donner un autre fruit qui pourra être plus bénéfique pour encore une nouvelle génération de, de méthodes de développement pour cette planète. L'idée est quand même de pouvoir montrer autre chose aux gens et surtout, je me dis, vous vous basez aussi notamment sur l'actualité du pays qui implique la crise énergétique. Mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre courant ce salon? Alors, courant ce salon, on peut s'attendre à des évolutions, à des innovations du côté énergie comme du côté TIC. Parmi ce qu'on va découvrir, nous savons notamment qu'il y a des partenaires chinois qui accompagnent ce projet. Est-ce que là, il s'agit d'un transfert de technologie, surtout sur le volet énergie renouvelable du côté chinois? Parce que comme on le sait, on ne peut pas parler aujourd'hui de technologie sans parler de la Chine, c'est un acteur incontournable. Est-ce que c'est un partage de connaissances, ce sera un partage de technologie, ça sera quoi? Alors, ça, c'est un partage de tout, technologie, connaissances, partenariats, du B2B et plein d'autres choses. Il y a un ensemble de packages dedans. Et je vais bondir sur la partie partage de connaissances et d'expériences. Effectivement, ces Chinois qui viendront, ils vont animer des panels. Déjà, la connexion est là, le partage est là. Et ces Chinois qui sont là vont recruter des jeunes Maliens. Ces jeunes Maliens qui seront recrutés, sûrement ils ont des compétences déjà, hein, voilà. Et ces jeunes Maliens pourront bénéficier de l'expertise chinoise plutôt, excusez-moi, de l'expertise chinoise, pour pouvoir eux-mêmes, dans les jours à venir, innover des produits dans le domaine énergétique pour notre pays et du domaine TIC. Aujourd'hui, vous savez, les énergies renouvelables ou l'énergie dans son ensemble, il y a les TIC derrière qui accompagnent. Donc, une fois que ces évolutions se font, ils vont de pair. Mais est-ce qu'un salon est suffisant pour qu'il y ait transfert de technologie et surtout qu'il y ait partage de connaissances? Oui, ils peuvent animer des panels et tout, ils peuvent donner des exemples, faire des explications et tout, mais est-ce que ça sera suffisant au final? Le salon seul ne suffit pas. Le salon est un lieu de connaissances, de contacts, d'échanges, de connaissances. Et une fois que ces connaissances et ces contacts sont déjà rétablis, je crois qu'il reste aux uns et aux autres de l'exploiter à bon escient et de pouvoir donner un bon résultat après. C'est le but du salon. Et nous avons, pendant ce salon, il y a un expert malien qui réside aux États-Unis et qui viendra spécialement pour cette cause et qui se propose de former 30 jeunes en intelligence artificielle, en énergie renouvelable et en cybersécurité. Donc, vous voyez déjà ce contact qui se crée,
Ce monsieur qui viendra des États-Unis former ces jeunes, le contact restera, ils vont échanger et il va leur partager plein de choses qui leur seront bénéfiques ici. Voilà. Mais est-ce qu'au final, vous avez parlé aussi des Chinois qui vont former des jeunes ici, c'est dans le cadre du partenariat, est-ce que ces jeunes partiront sur la voie, ils vont suivre ces Chinois-là ou bien ces Chinois viennent les former juste dans le cadre du salon, mais après, ce sont des compétences que ces jeunes vont utiliser dans leur vie de tous les jours ou bien vous visez quelque chose avec ces jeunes qui seront formés? Alors, c'est deux choses. Hein. D'abord, ce Malien résident aux États-Unis qui viendra formera à ces jeunes de son propre chef. Ok. Il a décidé de faire ainsi. Et derrière, je crois qu'il a un projet pour ces jeunes. Bon, je le laisserai à son arrivée au Mali de dévoiler le reste du projet. Et de l'autre côté, les Chinois qui sont là, ils sont venus non seulement pour conquérir le marché africain, mais également pour partager avec les Africains. Donc, pendant cette phase de partage et de conquête de marché, il y aura de brassage de connaissances. Donc, du coup, nos jeunes bénéficieront de l'expertise de ces Chinois puisqu'ils vont les embaucher, ils vont les recruter, c'est dans le programme. Donc, et ça permettra à ces jeunes demain de nous prouver des choses que nous n'avons pas encore vues côté politique. Est-ce que l'accent pour le choix est mis sur les participants au concours transformation numérique? Étant donné que ceux qui vont faire le concours sont déjà imprégnés des outils qui, vous les avez suivis pour des phases de concours, logiquement, on se dirait que bon, ils ont déjà des appréhensions, ils ont déjà des aptitudes. Mais bien sûr, ils sont déjà favorisés. Pour eux, on ne se limitera pas, surtout du côté start-up, on ne va pas se limiter que du côté de la formation. Nous essaierons de créer des contacts pour eux, pour qu'ils aient des investisseurs qui pourront les accompagner à la réalisation de leurs projets. Et nous allons nous forcer à avoir des entretiens B2B pour eux, pour que demain, ils puissent que ces partenariats puissent être réalisés et bénéfiques pour tout le monde. Est-ce que finalement, on peut dire que Africa Digital est plus une entreprise sociale? Parce que ce qu'on remarque, c'est que vous faites beaucoup plus de formation, vous faites beaucoup plus d'accompagnement. Et finalement, on se demanderait, est-ce qu'il y a réellement un modèle économique derrière? Bien sûr, il y a un modèle économique derrière. Nous ne nous limitons pas à ce que je viens de citer tout à l'heure. Nous avons des émissions télé sur beaucoup de domaines. Et voilà, donc on a d'autres activités également, comme nous sommes dans la communication, on a d'autres activités qui, voilà. Mais ceux-ci sont vos activités phares. Et les TIC, la jeunesse surtout, nous y tenons. Et nous voudrions que la jeunesse du Mali soit un exemple de jeunesse de demain. Et je pense que nous y arriverons. Que la jeunesse du Mali soit un exemple de jeunesse de demain. C'est sur ces mots qu'on va clôturer cet entretien. Merci beaucoup, M. Diakadja Ngouiba, pour ces mots. Merci pour la cause des jeunes, pour ces formations et pour ces accompagnements. Et j'espère que vous avez été ravis d'en savoir un peu plus sur le concours, d'en savoir un peu plus sur le salon qui arrive. N'hésitez pas à y faire un tour. On se dit à la semaine prochaine.